Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de la Chambre britannique. Ravi de vous accueillir pour un webinaire qui s'annonce passionnant. On est le 31 mars, c'est la course, vous le savez, aux déclarations fiscales, mais surtout, c'est dans quelques heures, peut-être dans quelques jours, la fin de la distribution des crédits octroyés aux entreprises par les banques dans les cadres du plan de relance. Alors, en dehors de ces crédits, il y a eu des mesures, des incitations fiscales qui ont été mises en place à travers la loi de finances. On attend peut-être enfin la charte d'investissement. On va en parler, de savoir notre président à nos côtés pour nous soutenir et pour nous écouter les problématiques des entreprises marocaines. Alors effectivement, ce soir, on va parler de la charte d'investissement. On est à pratiquement 50 projets de charte d'investissement. Mais peut-être que cette fois-ci, c'est la bonne. On va voir ce soir concrètement ce qui se trame pour peut-être une adoption dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. En tout cas, sans doute une arrivée très prochainement dans l'hémicycle au sein du Parlement. Donc. Et puis, on va parler de la loi de finances 2021. Quelles sont les mesures qui peuvent tenter d'apaiser des situations de crise actuellement pour les entreprises. Je rappelle le contexte, vous le connaissez tous, crise pandémique, crise économique. On est à 15% de hausse des défaillances d'entreprises pour ce premier trimestre 2021 selon une étude d'Inforisque qui est parue hier soir, donc il y a quelques heures. Et on attend 60% de défaillances d'entreprises en augmentation d'ici la fin du premier semestre. Chiffre atténué tout de même puisque durant le confinement, l'activité judiciaire était à l'arrêt et donc les dépôts de bilan également. Alors ce soir, on a Mehdi Fakir avec nous, qui est économiste et expert en finance. On va voir avec lui justement dans quelques minutes quelles sont les mesures fiscales, les mesures financières qui pour l'instant sont activées pour les entreprises. Cette loi de finances 2021, qu'est-ce qu'elle apporte? Quel impact peut amener cette loi de finances dans les prochains mois? Et puis on parlera du fonds d'investissement Mohamed VI, dont le tour arrive très prochainement, ainsi que de cette nouvelle charte d'investissement. En tout cas, les premiers bruits et les premiers signaux qui apparaissent ces derniers jours. Et puis on a Nabil Adel, directeur de groupe de recherche en géopolitique et géoéconomie. Nous verrons avec lui justement son regard par rapport à ces mesures de soutien aux entreprises qui ont été prises depuis le début de la pandémie, comment il perçoit les changements de la loi de finances 2021. Est-ce qu'on peut parler vraiment de révolution ou d'une loi de finances classique? Je crois que beaucoup connaissent la réponse d'avance. Et puis nous parlerons de cette charte d'investissement, justement. Quels sont les bruits qui courent actuellement au sein du patronat? Est-ce qu'elle peut satisfaire et répondre vraiment aux attentes des patrons? Et nous verrons également avec Nabil Adel comment avoir tout simplement un plan de finance, un plan de relance, pardon, adéquat. Mais tout de suite la parole à Mehdi Fakir qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Mehdi Fakir. Alors on a un petit problème de connexion. Est-ce que on va trouver Mehdi Fakir avec nous? Alors on a l'image qui est fixe avec Mehdi Fakir. On va peut-être tenter de le rejoindre dans quelques instants. Est-ce que Nabil Adel, vous êtes là? Nabil Adel? Oui, je suis là. Je suis là, je suis Oui. là, oui, je suis là, je suis là. Oui. Je suis là, je suis là. Alors, les aléas du direct, hein. Aujourd'hui, c'est la Ouais. connexion. On va rejoindre Mehdi Fakir dans quelques minutes. Hein. Bon, on va inverser les rôles. C'est vrai qu'on a un contexte bien particulier, Nabil Adel, hein, sur une situation, une crise financière et économique inédite. Quels sont d'abord les dispositifs, les principaux dispositifs de soutien qui ont été mis en place pour les entreprises depuis le début de la pandémie? Et quel est votre regard, justement, vous, sur ces dispositifs? Merci Landry de m'inviter. C'est un plaisir d'accueillir cet échange. On a toujours besoin d'espace de dialogue et de débat comme ça. Et c'est tout à l'honneur de la Brit Chambre d'accueillir ce genre d'événement. Ça nous permet un petit peu de faire des échanges des idées, faire le point sur une situation et puis parler un langage franc, clair, espérant apporter une quelconque valeur ajoutée aux entreprises et aux auditeurs qui nous écoutent. Alors aujourd'hui, quand on parle des mesures qui sont prises pour sauver le tissu productif d'une crise qui est ravageuse à bien des égards, puisque nous sommes, pour la première fois de l'histoire, nous ne sommes pas en présence d'une crise ni de l'offre ni de la demande,
la crise de l'offre et de la demande ne sont que les manifestations du problème. Ce n'est pas le problème lui-même. Le problème lui-même, c'est que nous avons été confrontés pour la première fois de l'histoire de l'humanité, je pèse bien mes mots, à une quarantaine sur les moyens de production. Jamais dans l'histoire de l'humanité, au même moment, un humain sur deux était confiné et ne pouvait pas se déplacer, sachant que le cœur de l'activité économique, c'est le mouvement. Il faut sortir pour consommer, il faut sortir pour travailler, il faut sortir pour investir. Et donc, quand on est confiné, quand on a cette quarantaine, on ne peut pas effectuer l'acte économique de base, à savoir le mouvement. Et quand on ne peut pas faire l'acte économique de base, à savoir le mouvement, c'est un effondrement aussi bien de l'offre que de la demande qui s'opère. Dans ces conditions, les États, pour la première fois de l'histoire, étaient confrontés à un défi de taille, c'est que ces États devaient porter toute l'économie sur leurs épaules. Je rappelle qu'en 2008, les États ont été littéralement ruinés parce qu'ils ont dû sauver rien que le secteur bancaire. Oui. Alors maintenant, on leur demande, en l'espace de quelques semaines, de porter toute l'économie sur leurs épaules. C'est un poids qui est lourd et je vais donner quelques chiffres pour illustrer mon propos. Ce qui a été créé comme monnaie et injecté dans l'économie en l'espace de 3 mois est supérieur à ce qui a été injecté pendant les 12 dernières années, y compris pour sortir de la crise de 2008. C'est pour vous dire l'ampleur des efforts que nous avons demandé aux États pour sortir de la crise. Alors ces efforts ont concerné aussi bien des dispositifs d'aide aux ménages qui ont dû momentanément cesser toute activité professionnelle, donc ils avaient besoin de revenus pour subsister, et aux entreprises sous forme de différentes exonérations fiscales, sociales et autres. Et parfois, il y a même des entreprises qui ont reçu de l'argent liquide pour pouvoir le distribuer sous forme de salaire. Donc, dans ces configurations, nous avons été amenés, pour maintenir l'activité financière, l'activité économique à flot, à creuser considérablement les déficits. Et aujourd'hui, nous sommes à des niveaux de déficit qu'on n'a jamais rencontrés. Je rappelle que le niveau de déficit auquel nous faisons face aujourd'hui est supérieur à celui qu'on avait pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour vous dire à quel point c'est une situation qui est singulière et qui dépasse de loin les conséquences de la crise de 2008 et de la crise de 1929. Donc les moments phares de l'histoire économique mondiale ont été largement dépassés par l'ampleur de la crise que nous avons actuellement. Donc, excusez-moi Landry, on a combien de temps pour l'intervention? Est-ce que c'est On a un petit en quart mode d'heure. échange? Après, on va échanger avec vous également. Alors, très bien. Donc, ça, c'était le point de départ. Et donc, les gouvernements, qui n'avaient pas beaucoup d'imagination ni de solutions, ont dû se rabattre sur les anciennes recettes qui ont servi à sortir de la crise de 2008 pour essayer de venir à bout de la crise de 2020. Alors, aujourd'hui, c'est trop tôt pour dire quels sont les résultats d'une telle politique, mais on peut dire que, par analogie, que en 2020, juste avant le démarrage, le début de la crise, les économies n'étaient pas encore sorties des conséquences de la crise de 2008, qui n'était pas une crise aussi violente que celle de la Covid-19, c'était juste une crise de marché financier. C'est vrai qu'il a eu des conséquences sur le monde économique, mais son essence, elle est d'abord financière. Et donc, oui. Justement, on a encore aujourd'hui des secteurs, hein, vous le disiez, qui sont alimentés à travers le budget de l'État. Je parle notamment pour ce qui est des salaires. Est-ce qu'on va pouvoir continuer longtemps? Les crédits octroyés par les banques, là, on arrive pratiquement à la fin. Non? Écoutez, c'est une très bonne question. Vous savez, il y a une limite à l'endettement. Et cette limite est atteinte soit en volume, c'est-à-dire on se rend compte que l'État, enfin, ou bien le débiteur est tellement endetté qu'on doit arrêter parce qu'il ne pourra plus rembourser. Et visiblement, ça va être le cas du Maroc de beaucoup de pays, dans une moindre mesure du Maroc, qui avait toujours un niveau d'endettement recevable. Oui. Mais le problème, c'est que quand les dettes atteignent un certain niveau, vous n'avez que 3 manières de les rembourser. Soit une guerre, soit une inflation galopante, n'est-ce pas? Soit une croissance forte. Alors la croissance forte, il faut oublier, nous sommes rentrés dans un cycle à long terme de croissance
moyenne, essentiellement tirée par les pays en développement. Donc les pays développés, quand ils font 1% de croissance, c'est déjà une très bonne performance, n'est-ce pas? Bien sûr. Et donc, nous acheminons, soit, et il y a beaucoup d'économistes qui commencent à en parler de plus en plus ouvertement, et même sans tabou, c'est annuler la dette. La dette des États. Non, Alors, ça fait quand on dit longtemps. la dette des États, pardon? C'est possible, vraiment possible selon vous? Non, 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 non. Ça va être du gangstérisme. C'est du gangstérisme parce que c'est qui la contrepartie de ces crédits? Ce sont les épargnants, vous et moi. Et demain, vous risquez de perdre votre retraite, vous risquez de perdre votre épargne en banque, vous risquez de perdre beaucoup de choses. Les gens ne mesurent pas les conséquences de ce qu'on peut avancer. Si les États sont endettés en grande partie auprès des marchés financiers, et les marchés financiers, ce n'est pas un organe en soi, ce sont que des intermédiaires qui prennent notre épargne à vous et à moi et la prêtent soit aux entreprises, soit aux États, soit à d'autres ménages qui ont besoin de financement. Et donc, in fine, qui c'est qui finance ces États? Ce n'est pas des marchés financiers qui viennent de je ne sais pas où, c'est nous qui les finançons. Les marchés financiers sont gagnants, que vous remboursiez ou pas, ils sont gagnants. Et donc, si aujourd'hui on s'achemine vers un scénario où on dit aux États ne remboursez pas, vous allez avoir un scénario à la grecque, un scénario à chypriote, où les gens vont aller en banque, ils ne vont pas trouver d'argent. Et on va dire, par exemple, tous ceux qui ont un compte où il y a plus de 100 000 dirhams, on va leur prendre le tiers. C'est ça ce que ça veut dire concrètement, qu'un État ne rembourse pas ses dettes. Ce n'est pas une simple écriture comptable. En revanche, dans l'immédiat, en tout cas dans les prochaines semaines, même si c'est compliqué encore à installer, vous allez me dire, on parle d'une institution de défaisance, une banque de défaisance. Alors, expliquez-nous concrètement de quoi il s'agit et est-ce que vous croyez à son efficacité? Écoutez, moi, en tant qu'enseignant-chercheur en économie, je crois fermement à ce que disait Milton Friedman. Il disait, il n'y a pas de repas gratuit. Quelle que soit la sophistication des termes que vous allez utiliser, la réalité est simple. Soit vous remboursez, soit vous ne remboursez pas. Vous pouvez maquiller à longueur de journée. Ok, vous pouvez, la défaisance, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste cacher les dettes dans d'autres structures. Ok, mais à la fin de la journée, la question reste fondamentale. Est-ce qu'on paye ou on ne paye pas? Est-ce qu'on rembourse ou on ne rembourse pas? C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, les États ont atteint des niveaux d'endettement tels que les recettes fiscales pour les financer deviennent foncièrement insuffisantes. Donc, ça va être de la dette infinie, mais ce n'est pas de la dette infinie qui évolue à un rythme constant. C'est de la dette infinie qui va en progressant. Et donc, viendra un moment où les États ne pourront tout simplement pas rembourser leurs dettes. Alors, on va et donc là, allez-y, Nabil Adel. Et là, ce sont avec tous les drames sociaux qui en découlent, mais aujourd'hui, les États n'ont pas d'autre solution. Quand le président Emmanuel Macron dit quoi que ça coûte, c'est vrai que ça peut donner un sentiment de fierté aux Français, mais parce qu'ils ne savent pas, derrière quoi que ça coûte, ce que ça signifie. Ça va pas lui coûter à lui, ça va coûter in fine, soit à l'épargnant, soit au contribuable français. Et par ricochet, soit à l'épargnant, soit au contribuable marocain. Mais il n'y a pas de repas gratuit. On ne peut pas dire aux gens, on va augmenter les dépenses, on va s'endetter, on ne va pas payer la dette et personne ne perd. Ça n'existe pas. Alors, Nabil Adel, on va revenir sur... Alors, je finis la phrase. Oui. Je finis la phrase de Milton Friedman. Il disait, il n'y a pas de repas gratuit, il faut juste savoir qui va payer et quand. Effectivement. Je voudrais qu'on parle de la loi de finances 2021. Bon, vous avez été un petit peu surpris par cette loi de finances 2021. Est-ce que vous pensiez qu'il allait y avoir une véritable transformation, une révolution fiscale ou pas du tout? Parce que là, clairement, c'est du classicisme pur, non? Écoutez, vous avez deux éléments. Et cher Landry, permettez-moi de faire juste un peu de théorie, mais ça va durer 2 secondes pour clarifier les termes du débat. En économie, vous avez des politiques dites conjoncturelles et des politiques dites structurelles.
Les politiques dites conjoncturelles, c'est quoi? C'est pour ramener un appareil de production sous-employé à une situation de plein emploi. Autrement dit, c'est pour remplir le carnet de commande des entreprises, pour parler en termes simples. Et les recettes que nous avons sont toutes des recettes keynésiennes, où on va essayer par la dépense publique et par l'outil monétaire de doper un peu la demande pour remplir le carnet de commande des entreprises et ramener l'outil de production à une situation de plein emploi. Et la loi de finances est un outil de politique budgétaire. Ça veut dire que c'est un outil de politique conjoncturelle. Or, les problèmes du Maroc sont des problèmes structurels. Je prends un exemple tout simple. Si on prend le chômage au Maroc, le chômage au Maroc, contrairement au chômage en Allemagne ou en France ou aux États-Unis, n'est pas dû au fait que les entreprises ont un outil de production, mais qui n'ont pas de carnet de commande et du coup, ils ne recrutent pas. Il faut juste un peu de demande pour qu'ils se mettent à recruter et donc à combler le chômage. Le problème du chômage dans un pays comme le Maroc, c'est un problème structurel. Ça veut dire que vous avez une inadéquation entre ce que vous produit le système universitaire et ce que veulent les entreprises. Et là, quoi que vous fassiez en termes d'instruments de politique économique conjoncturelle, vous ne réglez pas le problème. Parce que vous utilisez des moyens qui sont inadaptés à la nature du problème que vous cherchez à traiter. Et ça, on peut multiplier à l'infini. Donc aujourd'hui, quand on prend la loi de finances 2021, d'ailleurs, j'étais agréablement surpris par le courage de l'exécutif. Mais malheureusement, comme on dit, même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. L'exécutif est entre le marteau et l'enclume. Vous avez d'un côté un niveau de dépenses qui a augmenté parce que l'État a dû contribuer, même si le gros est venu de la poche des Marocains, mais bon, il a contribué quand même pendant la crise de la Covid-19 à renflouer les différentes bourses, que ce soit les entreprises ou des particuliers. Mais en même temps, il a dû faire face à une baisse des recettes, puisque le niveau d'activité a considérablement baissé. Donc, naturellement, il peut soit maintenant réduire les dépenses, soit augmenter les recettes, soit s'endetter. Donc, l'équation est facile. Mais tout ça, c'est pas ça qui va vous générer de la croissance soutenable à long terme. Ça, c'est pour vous régler le problème d'une année. La loi de finances, contrairement à ce que beaucoup d'économistes veulent lui prêter, elle ne peut pas faire plus que ça. Elle ne peut pas vous faire plus que doper le carnet de commande des entreprises pendant une année. Pas plus. Elle ne va pas vous régler les problèmes structurels d'une économie. Ça, ce sont les politiques sectorielles, les politiques publiques, la réforme de l'enseignement, la réforme de la santé, de la justice, qui vont vous permettre d'avoir ce genre d'action, de levier à long terme. À court terme, vous êtes limité par la nature même de l'instrument que vous utilisez, c'est l'instrument fiscal. Et l'instrument fiscal, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais jouer soit à la hausse ou à la baisse sur les impôts, soit à la hausse ou à la baisse sur les dépenses publiques. Mais avec une portée qui est toujours annuelle. Il ne peut pas aller à plus. Parce que c'est dans sa nature, il ne peut pas aller à plus. Maintenant, toutes les interventions qu'on veut de l'État ne vont régler que ce problème. Je parle bien toujours dans la finance. Oui. Ils ne vont régler que ce problème. C'est-à-dire, à court terme, comment ramener un outil de production sous-employé à une situation de plein emploi. D'ailleurs, elle ne peut pas répondre à une autre question que celle-là. Oui, justement, c'est la question que j'allais poser. Quelle marge de manœuvre finalement pour une loi de finances? À part la fiscalité, on voit bien que. Pas beaucoup, parce que la loi de finances, elle va agir sur deux choses. Soit augmenter les dépenses publiques, soit réduire les impôts, pour mettre un peu pour stimuler l'activité économique. Bon, l'instrument le plus efficace, c'est la dépense publique, mais encore une fois, cher Landry, quand vous injectez de la dépense publique, et si je reviens au schéma keynésien, il ne faut pas que vous ayez des fuites. Et les fuites, c'est quoi? Ce sont les importations, l'épargne et les impôts. Ça veut dire que tout ce que l'État injecte sous forme de dépenses publiques, il faut qu'il soit réutilisé dans la consommation. Il ne faut pas qu'il y ait d'importation et que ça ne soit pas prélevé sous forme de fiscalité qui va annuler l'effet de la dépense publique. Et on voit qu'au Maroc,
Nous sommes un pays qui ne produit pas beaucoup, donc on importe une bonne partie de de la dépense publique, on l'importe. Donc nous sommes à un taux de dépendance qui dépasse les 50%, c'est-à-dire un dirham sur deux consommé au Maroc provient de l'importation. Et donc, quand l'État injecte des revenus, 50%, pour faire simple, vend à l'étranger, et le reste est réparti entre l'épargne et la consommation. Ouais. Or, c'est la consommation qui est censée être le moteur de la croissance dans un schéma keynésien. Vous voyez donc entre 100% de la dépense qui vient de l'État, combien va aller in fine à la consommation? Nabil Adel, bon, il y a beaucoup de questions aussi qui se posent par rapport à la charte d'investissement. Alors, je le disais tout à l'heure en introduction, on a fait pratiquement 50, voire un petit peu plus de projets de charte d'investissement. Elle pourrait enfin débarquer au sein du Parlement dans les prochaines semaines. Est-ce que c'est un levier intéressant et quelles sont les grandes lignes pour l'instant défendues par le patronat sur cette question? Écoutez, c'est naturellement, c'est un outil qui est intéressant, mais il est loin d'être suffisant. Vous comprenez que l'acte d'investissement ne tient pas à un texte de loi. Et donc, il faut beaucoup plus. Et un investisseur, bien sûr, regarde les avantages octroyés dans une charte d'investissement, mais ce n'est pas son seul critère pour investir dans un pays, a fortiori le sien. Donc, il faut beaucoup d'autres éléments. Et l'élément le plus important, il est paradoxalement psychologique. On investit quand on a confiance dans l'avenir. Bien sûr. Aujourd'hui, donc cette variable, il faut d'abord la régler de confiance dans l'avenir. Et aujourd'hui, avec cette crise de Covid-19, et je ne sais pas, est-ce qu'on envoie les bons signaux aux investisseurs? C'est une question qui pourra faire l'objet du débat. Maintenant, la charte en elle-même ne peut être que bénéfique, mais encore une fois, vous avez d'autres leviers sur lesquels vous devez jouer. C'est quelqu'un, vous avez le foncier, vous avez la fiscalité, vous avez la justice, vous avez les procédures administratives. Aujourd'hui, les investisseurs étrangers souffrent de la lenteur de l'administration chez nous. Ils souffrent de la banque au Maroc et la lenteur pour l'obtention des procédures administratives en ce moment. Ah bon? On parle beaucoup de simplification des procédures administratives. On a eu des. Oui, mais il faut le faire. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais il faut le faire. Il faut qu'on le sente. Donc, vous avez une batterie de mesures qui doivent accompagner une charte d'investissement et qui vont stimuler ou non l'investissement. Mais penser que la charte d'investissement en elle-même est suffisante pour générer un niveau d'investissement élevé, ça, c'est vraiment aller très vite en besoin. Donc, nous sommes dans une situation où, effectivement, on a besoin de l'acte d'investir. L'acte d'investir commence d'abord par un déblocage psychologique. Une fois que le déblocage psychologique est opéré, là, on peut commencer les autres éléments. Les autres éléments, c'est un ensemble de mesures qu'il faut prendre et pas uniquement au niveau juridique. Donc, vous avez toute une organisation de l'État. Aujourd'hui, je pense qu'on devrait être l'un des rares pays au monde où nous devons toujours légaliser des documents. OK? Là, il n'y a pas eu. Pour que ça arrive très rapidement, que le projet de loi aboutisse au Parlement très rapidement. Pardon? On croise les doigts pour que le projet de loi aboutisse très rapidement au Parlement. Oui, mais encore une fois, s'il aboutit, encore une fois, c'est une bonne chose pour le Maroc, mais ce n'est pas suffisant pour débloquer l'investissement. Donc, il y a beaucoup d'autres éléments. Et d'ailleurs, on a vu que l'adoption des chartes d'investissement, le passé, a permis certes de donner un coup de pouce, à l'investissement. Allô, vous m'entendez? On vous entend. Hein. A permis certes de donner un coup de pouce à l'investissement, mais elle n'a pas révolutionné notre investissement globalement, parce qu'aujourd'hui, le Maroc reste toujours un pays qui ne reçoit pas ce qu'il doit recevoir en matière d'IDE. Quand je vois toute la dotation factorielle qu'il a en matière de proximité avec l'Europe, en matière de stabilité politique, en matière d'atouts de sa population jeune et dynamique, de ses bonnes relations avec beaucoup de pays. Et quand on voit comment tout ça se traduit en matière de flux d'investissement, malheureusement, le bilan est bien maigre.
Alors, le patronat, lui, de son côté, sur cette charte d'investissement, il parle d'équité fiscale, de prolongation de mesures fiscales et d'un cadre fiscal par secteur, avec donc finalement des politiques fiscales qui ne bougeraient pas en fonction des gouvernements. Il parle de libre concurrence, et c'est vrai qu'on a eu un signal fort ces derniers jours, Nabil Adel, avec la nomination d'une nouvelle tête à la tête du Conseil de la concurrence, mais pas que, il y a également la Cour des comptes. Ça, c'est des signaux positifs et selon vous ou pas, est-ce que cette charte d'investissement sur ces deux points-là, ça peut apporter quelque chose sur des éléments de la relance économique? Landry, je vais partager un secret qui nous concerne, vous et moi, en public. Alors, une fois, vous m'avez invité dans le décodeur. Oui. Et c'était à l'occasion de la nomination de M. Grau à la tête du Conseil de la concurrence. Oui. Et c'était la même phrase, la même question. Ah, maintenant qu'on a une nouvelle tête, ça va bouger. Vous comprenez que c'est beaucoup plus profond que ça. Oui. C'est beaucoup plus profond que ça. Ça a bougé. Hein? Ah bah oui, c'est vrai que ça a bougé. Ça a bougé. Pas forcément dans le bon sens, mais ça a bougé au moins. Non, en fait, il y a… Alors, le patronat, malheureusement, reste arc-bouté sur ses demandes fiscales. Il n'arrive pas à développer un schéma d'ensemble sur ces revendications qui dépasseront le cadre fiscal et s'engager dans un vrai partenariat avec l'État pour le développement de ce pays. Alors, je rappelle également, quand vous m'avez invité pour commenter je sais pas moi, 300 000 propositions de la CGM pour sortir de la Covid-19, je vous ai dit que c'était inapplicable. Oui, le plan de relance proposé par la CGM en juin. Voilà. Et je vous avais dit que c'était inapplicable. Est-ce qu'on entend parler aujourd'hui? C'est bon, c'est un document qu'on a pris. Le montant estimé était proche du plan de relance qui a été finalement développé. Oui, mais en matière d'action, c'est resté de baseline. OK. Encore une fois, ça devient un exercice presque ennuyeux. Chaque loi de finances, chaque nouvelle loi, on va dire, voilà, cette loi va changer le devenir du Maroc. Cette loi, c'est la bonne. Celles qui étaient avant n'étaient pas à la hauteur, mais celle-là, c'est bon. C'est la dernière. Et puis après, on se rend compte, au bout de quelques mois, au bout de quelques années, que tant que les vraies réformes qui sont coûteuses, je dis bien politiquement, qui demandent du courage, ne sont pas entreprises, on va chaque année vivoter autour de 3,5% de croissance au gré de la pluviométrie, mais rien de glorieux qui puisse permettre au Maroc de faire partie au moins des 30 ou 50 premières économies mondiales. Alors, Nabil Adel, vous restez avec nous parce que je sais qu'on va ensemble tout à l'heure parler de quelles recettes finalement pour avoir un plan de relance adéquat. Et je voudrais que Mehdi Fakir, également qui est avec nous ce soir, intervienne sur cette question-là juste après son intervention. Je vais donner la parole à présent Mehdi Fakir qui nous a rejoint. Bonsoir Mehdi Fakir. Alors, est-ce que le malheur ou est-ce que le bonheur va être à mes côtés ce soir? Mehdi Fakir, est-ce que vous m'entendez ou pas? Alors, on vous entend chouïa, ça va arriver. Je pense que la connexion va arriver. Tout à l'heure, c'était la même chose, mais ça finit par se débloquer. On va croiser les doigts, Mehdi Fakir. Mehdi Fakir. Bon, ben, on va continuer avec vous, Nabil Adel. Landry, peut-être je vais dire quelque chose. Bonsoir Stéphane. J'ai fait un reboot sur mon ordinateur et maintenant ça fonctionne, mais désolé à tout le monde, je ne peux pas faire l'introduction. Je suis très content avec les deux experts avec nous ce soir, Monsieur Mehdi Fakir. J'espère son connexion, ça va marcher. Et aussi mon ami Nabil Adel, j'ai entendu bien son discours. Merci beaucoup et encore désolé pour l'intro qui n'était pas fait. Je ne sais pas si c'est à cause de mon ordinateur et mon expertise dans l'ordinateur, je ne sais pas. Mais, voilà. Ça arrive. Je m'excuse beaucoup, mais je vais laisser la parole encore avec vous. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup Stéphane, président de la Bridgecham. Mehdi Fakir, j'ai vu l'image bouger, je n'ai pas le son. Est-ce que ça va marcher ou pas? Non? Bon. Ouais, alors ça sature peut-être. Ça marche.
Oui, je pense qu'il faut qu'il redémarre l'ordinateur. Je pense qu'il faut qu'il redémarre son ordinateur. C'est ce que j'allais dire, effectivement. Mehdi Fakir, si on peut Landry, déconnecter. est-ce que vous allez me entendre? Alors déjà, je vous entends, c'est beaucoup mieux. J'espère qu'on va croiser les doigts pour que l'image soit Ah de oui, retour. oui. C'est mieux maintenant, Landry? Le son, au niveau du son, c'est nickel. Au niveau de l'image, Peut-être qu'il faut qu'il enlève la vidéo pour super. que ça consomme beaucoup de bande passante. Sinon, on enlève la vidéo. Est-ce que vous allez m'entendre là? Bon, on va croiser les doigts pour que la vidéo, ça marche. Mais le son est là, en tout cas. Okay. Merci Mehdi Fakir. Super. Donc, je rappelle qu'on est le 31 mars, donc c'est les déclarations fiscales. Merci d'avoir été libre pour nous ce soir. Comment ça va, Mehdi Fakir? Juste, je fais un test micro, j'essaie de me roder. Vous m'entendez bien? Est-ce qu'on vous entend bien? Oui, ça se passe très bien. Oui, je vous entends très bien, 5 sur 5. Très bien. Alors, on vous a vu tout à l'heure faire un petit peu la grimace sur des positions de Nabil Adel. Ça tombe bien parce qu'on en parlera tout à l'heure avec vous deux, juste après votre intervention. D'abord, question simple que j'ai posée à Nabil Adel, mais que je vous repose également parce que je sais que vous allez notamment vous tenir aux mesures qui ont été prises sur le projet de loi de finances 2021, sur la loi de finances 2021, puisqu'elle a été adoptée. Vous, quelles sont les mesures fiscales et financières que vous retenez pour l'instant qui ont été prises en faveur des entreprises? Si on avait 3 ou 4 qui, pour vous, ont un coup de cœur, entre guillemets, et qui, vous pensez, permettent d'alléger, de soulager quelques trésoreries d'entreprise. Écoutez, soulager la trésorerie des entreprises et des opérateurs économiques, je ne le pense pas. La loi de finances 2021, c'est à l'image de cette marge très réduite qu'a l'exécutif en matière de gestion des finances publiques. Nous en avons débattu à maintes reprises. Landry, si tu te rappelles, cher ami, et nous avons toujours, bien sûr, mis en évidence cette grande problématique et cet écart entre cette volonté de décoller, de financer une politique volontariste et une marge malheureusement financière qui est très réduite et trop réduite au regard, bien sûr, de la structure financière de notre pays. Nous ne sommes pas un pays riche, nous sommes un pays en voie de développement. Nous avons des atouts, certes, mais nous n'arrivons jamais à parachever, je dirais, nos objectifs stratégiques parce que nous avons, et là pour rejoindre, même si je ne suis pas d'accord sur le détail avec mon ami Nabil Adel, mais le problème, ce n'est pas des problèmes de politique, c'est un problème de modèle de développement. Dans le sens pas, je dirais, conventionnel du terme, mais dans le sens large, multidimensionnel du terme. La problématique du développement, c'est à 360 degrés. Et malheureusement, les lois de finances qui se sont succédées, nous sentons qu'il y a la touche technocrate, c'est qu'il n'y a pas eu malheureusement de volonté politique. Nous n'avons pas d'idée, nous n'avons pas de projet politique clair. De ce fait-là, l'establishment et l'administration est là pour parer à ce problème et dicter ce qu'elle croit et ce qu'elle propose, en quelque sorte, ce qu'elle croit être dans le bon sens. Et là, effectivement, c'est une mécanique de raisonnement qui aboutit à des équilibres à entretenir et maintenir. Et nous savons que notre establishment au Maroc est trop orthodoxe et il se rappelle des séquelles du plan d'ajustement structurel. De ce fait-là, certains équilibres et une résilience farouchement, je dirais, protégée, fait en sorte que des vrais problèmes sont à venir. Donc, la loi de finances 2021 n'a pas apporté des mesures spectaculaires, si ce n'est, je dirais, une bonne volonté, une meilleure volonté pour adhérer en quelque sorte les contribuables une meilleure adhésion. Et je parle principalement de la CPU, la contribution professionnelle unifiée, qui a tendance à supprimer la forfaitisation et permettre une sorte d'impôt synthétique qui permet à la fois de payer ses impôts et de contribuer, bien sûr, à la couverture sociale. Est-ce que c'est un régime qui va marcher ou pas? C'est bien sûr à suivre de très près, mais c'est une volonté d'améliorer cette adhésion et de financer de facto cette volonté, bien sûr, cette couverture sociale, sachant qu'il y a des directives royales qui sont très claires et il faut faire vite. Je vais revenir un petit peu sur cette manière, malheureusement, de gérer certaines problématiques. La deuxième mesure, à mon avis, c'est celle qui concerne, je dirais, elle est symbolique plutôt qu'autre chose. Elle concerne l'exonération de l'impôt sur le revenu pour les nouvelles recrues pendant 3 ans. Ouais. Alors, ça a coupé à nouveau. Effectivement, il y avait cette mesure, Nabil Adel. À partir de la date de leur recrutement, bien sûr, qui devrait, en toute logique, intervenir durant l'exercice. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend, ça Landry? coupe un petit peu. C'est bon, Mehdi Fakir, on vous entend bien. Oui.
Donc, vous parlez effectivement de cette nouvelle mesure pour permettre aux entreprises d'embaucher, de faciliter les embauches. Oui, alors je dis, voilà, de l'IA, bien sûr. Voilà, donc c'est pour les signataires d'un contrat d'embauche pour la première fois, ayant moins de 35 ans, la possibilité, bien sûr, de bénéficier de cette exonération. Et puis, je pense que la toute dernière mesure, qui est à mon avis très importante, même dans un contexte très serré, je pense, mais c'est une mesure à entretenir, c'est une mesure, bien sûr, à suivre de très près. C'est celle qui concerne je dirais, l'intégration de l'informel dans le formel, assortie d'une amnistie fiscale. C'est une mesure qui a été reconduite de la loi de finances 2021. Au-delà de ces mesures, je ne pense pas qu'il y ait eu des mesures qui sont spectaculaires et qui ont permis ou qui vont permettre d'alléger. Nous avons parlé un petit peu de ce problème de volonté politique, volontarisme politique, parce que malheureusement, comme vous savez, il y a une problématique liée à un manque de visibilité de la part bien sûr, du decision maker, adossé à un problème plus profond, qui est un problème politique. Nous attendons un modèle de développement, nous attendons également des politiques publiques, nous accélérons des réformes, et en même temps, et c'est ça, c'est un peu paradoxal, nous sommes dans un contexte électoraliste. Et mon ami Nabil Adel a parlé un petit peu des mots. Moi, je pense, Nabil Adel, que le principal mal, ce n'est pas le chômage, c'est la sécheresse. C'est cette problématique de dépendance de la valeur ajoutée agricole. Cette année sera, Inch'Allah, une bonne année économique, oui, parce que nous avons une bonne récolte. Il va y avoir une bonne récolte. Maintenant, nous n'arrivons pas à restructurer. Et aussi ces prévisions de croissance. Absolument. Donc, et ces prévisions vont encore s'améliorer, à mon avis, parce que nous sommes agréablement surpris en tant qu'économistes de cette valeur ajoutée que nous voyons, nous la voyons se créer grâce, bien sûr, aux précipitations. Et je me rappelle d'une photo que j'ai vue, satellitaire, qui circule dans les réseaux sociaux, du Maroc mars 2020 et du Maroc mars 2021. Il y a de la verdure et c'est très prometteur bien sûr, pour l'économie nationale. Je pense que c'est ça le problème, Landry. Malheureusement, la loi de finances aujourd'hui au Maroc ne permet pas, tant qu'il n'a pas été politisé. Je vais vous choquer là. Une loi de finances politisée, là, je ne suis encore pas du tout d'accord avec mon ami Nabil Adel lorsqu'il parle du fait que les textes sont limités dans leur portée. Je ne suis pas d'accord. Le New Deal, c'était un texte, le plan Marshall, c'était des textes, mais il y avait derrière une volonté politique et une vraie volonté d'aller de l'avant. Donc, des décisions. On a manqué d'innovation politique, selon vous, d'innovation fiscale à travers les bien sûr, la politique. Écoutez, le levier fiscal, il est tributaire d'idées, d'idéologies, d'idées toutes fraîches, qui va permettre de réaliser les objectifs de développement, mais en se basant sur un programme idéologique qui est clair. Lorsque, malheureusement, nous transformons la fiscalité en technique, ou une fiscalité technicienne, bah, écoutez, il ne faut pas s'attendre à grand-chose, parce que le technicien va vous dire « je n'ai aucune garantie ». Je n'ai aucune garantie en tant que technicien que la recette va augmenter dans un contexte de crise. Je maintiens les choses. Le politique, il dit, écoutez, je ne peux pas accorder une faveur à une partie sans l'accorder aux autres. Malheureusement, je m'attendais par exemple à des mesures d'ordre sectoriel, un allègement de la pression fiscale sur le tourisme, qui n'y est pour rien. Regardez l'état piteux, je m'excuse pour le terme, des agences de voyage, des unités hôtelières. Que va-t-on dire de ces états? Moi, je pense qu'il va falloir. Justement, Mehdi Fakir, c'est la question que j'allais vous poser quelque part. Alors, c'est vrai qu'on est en période électorale dans quelques semaines, vous l'avez rappelé. Peut-être un risque, justement, par rapport à ce que je vais vous poser comme question, mais est-ce que l'idée d'une loi de finances rectificative est si saugrenue que ça ou pas? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas parce qu'une loi de finances rectificative, la dernière politique en date du gouvernement d'alternance. Depuis, nous avons vu l'année dernière une loi de finances rectificative technique qui s'imposait au regard du contexte pandémique. Loi de finances rectificative, je ne pense pas. Vu que les réserves s'amoindrissent en termes de crédit octroyé aux entreprises, on voit que la situation pour certains secteurs, vous avez parlé du tourisme, continue malheureusement de décroître. Est-ce que ça n'est pas envisageable? Non, pas du tout. Vous pensez que ça serait compliqué? Très compliqué si c'est sur une base sectorielle. Je pense qu'il faut mener un plan de sauvetage du tourisme et de l'écosystème touristique pour imaginer des vraies solutions plutôt que se baser sur une loi de finances rectificative orientée secteur. Je ne le pense pas.
Pas de volonté politique. L'agenda politique est assez serré. Je ne pense pas que nos politiques aujourd'hui, qui cherchent un petit peu à se rattraper avec le peu de temps qui leur reste, les élections sont pour bientôt, nous avons aucune idée sur la carte politique par la suite. J'espère de tout mon cœur qu'il ne va pas encore être balkanisé. Comme vous savez, même les meilleures démocraties au monde sont pénalisées par leur démocratie. Dès lors que cette démocratie débouche sur je dirais une architecture ou une cartographie balkanisée qui ne permet pas à une majorité, à une partie ou à un parti politique de mener à bout son programme. Donc là, malheureusement, le jeu des coalitions pénalise sérieusement les objectifs, parce que là, nous sommes sur une logique de faveur politicienne. Mais je pense déjà aujourd'hui en tant que technicien que le Maroc il a besoin d'un gouvernement de coalition nationale ou d'un gouvernement de technocrates, je dirais, cautionné par les politiques. Et ça se fait. Regardez ce qui se passe en Tunisie. Vous avez un gouvernement 100% technocrate et bizarrement soutenu par une classe politique. Là, c'est ce qu'il faut aujourd'hui au Maroc. C'est que pour pouvoir innover, il faut des idées toutes fraîches et de la volonté politique volontariste, plutôt que malheureusement tabler sur des textes et des mesures qui sont limitées dans le temps et dans l'espace. Je voudrais parler avec vous, Mehdi Fakir, finalement de cette deuxième étape du plan de relance. Il y a eu effectivement ces crédits qui ont été octroyés. On parle tout à l'heure, j'en parlais avec Tamil de cette institution, de cette banque de défaisance. Ça prendra du temps sans doute à être installé. Mais il y a aussi le fonds Mohamed VI d'investissement. Alors là, où en est-on précisément? Ça a un petit peu accéléré ces dernières semaines. Où en est-on? Qu'est-il prévu? Et je posais la question également tout à l'heure à Nabil Adel. Je connais un petit peu en avance la réponse, mais est-ce que ce fonds d'investissement Mohamed VI vous paraît pour l'instant bien orienté? Est-ce qu'on est parti trop loin parce qu'on couvre trop de secteurs ou au contraire c'est une bonne approche selon vous? Écoutez, moi je pense que c'est une très bonne approche parce que les pays qui ont pu réussir des programmes révolutionnaires et volontaristes en matière de développement se sont basés sur des leviers institutionnels, des fonds d'investissement souverains avec une nouvelle vision des choses. Le souverain, lorsqu'il a parlé de ce fonds et a appelé à la création de ce fonds, il a demandé à ce que ce fonds puisse bénéficier d'une gouvernance spéciale et qui soit complètement déconnecté de cette culture, de cette philosophie administrative, cette philosophie establishment, cette philosophie de gestion courante, parce que malheureusement, elle ne mène à rien. Et je pense sincèrement que ce qui va permettre au Maroc d'avancer considérablement, parce que le levier de financement est un levier qui est basé sur les meilleures best practices. À soi-même, ce n'est pas une baguette magique, ça c'est clair. Mais c'est quand même un moyen novateur, parce que le souverain l'a bien précisé, pour financer de façon qualitative l'effort de développement. Mais nous parlons d'une première dotation de 15 milliards, avec la perspective de PPP, de partenariat public-privé, qui devrait permettre de mobiliser un montant équivalent, c'est-à-dire 30 milliards. Ce n'est pas encore suffisant, mais c'est un bon début. Le texte a été voté. Je pense que les instances sont en cours de création. En termes de best practice, ça va être une gestion collégiale basée sur des comités thématiques, sur une manière novatrice d'évaluation et bien sûr de financement et de conduite, bien sûr de validation des projets, soit que c'est des financements directs, soit que c'est des financements de financement à travers des contributions à des fonds régionaux ou à des fonds qui sont sectoriels et thématiques. Je pense que nous sommes dans la bonne voie. La recapitalisation, c'est aussi une bonne voie selon vous? Vous dites là? La recapitalisation, c'est aussi. Oui, bon, à condition qu'elle soit bien réfléchie. Oui, recapitaliser, je veux bien, mais ça dépend un petit peu de la contrepartie, ça dépend de la qualité du risque, ça dépend de la qualité du papier sur lequel on veut investir. Je pense que cette instance et ce levier devrait se doter de toutes les garanties nécessaires pour prendre les bonnes décisions et d'une certaine justesse. Mais j'aimerais bien insister sur le fait que c'est une nouvelle manière de voir le financement. Tous les pays qui ont réussi leur financement, même au Maroc, attention, nous avons des exemples qui ont réussi sur le Fonds Hassan II.
Donc, nous avons vraiment, comment dirais-je, parce que le fonds Hazan 2 était vraiment un appui considérable pour le budget de l'État en matière de financement des projets de développement. Donc, c'est une recette que nous avons déjà testée par le passé. Donc, c'est indiscutable. Son effet maintenant, il va falloir en quelque sorte l'appuyer avec du qualitatif. Voilà pourquoi le Souverain a parlé au financement de projets, je dirais pas conventionnels, des projets d'innovation, parce qu'il faut appuyer, il faut financer le saut qualitatif, il faut financer la création de know-how, il faut financer la transformation de notre économie. Et c'est comme si ce levier financier, ce levier de financement, c'est un peu le levier de financement du modèle, de ce nouveau modèle de développement que nous attendons et qui est pour moi la vraie solution pour les problèmes du Maroc. Moi, je dis pas, je dis d'un point de vue ne serait-ce que conceptuel, c'est la solution parce qu'il va permettre un petit peu de changer énormément de choses. Je pense que ce qu'il faudrait aujourd'hui, sur quoi il va falloir tabler, il va falloir insister, c'est un petit peu le rôle de ce fonds. Et bien sûr, et je crois qu'il est doté au-delà de l'argent, ce n'est pas avant tout une question d'argent, mais je pense que les instances qui ont été bien sûr proposées, l'architecture de gouvernance qui est prévue au niveau de son bien sûr de la loi qui organise cette instance sont un gage d'une bonne prise de décision et d'une gouvernance conforme aux best practices. Activation avant l'été, si vous deviez miser une pièce? Je pense que oui, parce que il n'y a aucune raison pour tarder. Mais maintenant, c'est des choses qui se préparent quand même. La grande question qui se pose, c'est le choix des hommes qui vont gérer ces instances. Là, j'ouvre une petite parenthèse, Landry, pour revenir un peu à une question que vous avez posée tout à l'heure, mais très rapidement. Rappelez-vous de la dernière déclaration du Wali de Bank al-Maghrib. C'est un grand monsieur qui a parlé d'un problème de politique. C'est-à-dire nos politiques. Il a dit que les politiques, malheureusement, ne sont pas capables. Et il a dit que le problème, ce n'est pas les politiques, ce n'est pas les instances, mais les hommes. Les femmes et les hommes, bien sûr. Pas les hommes, pas dit que voilà, les femmes et les hommes, qui dirigent. Et si aujourd'hui, nous n'avons pas les compétences et nous n'avons pas des guerriers et des guerrières, et je pèse mes mots, pour mener à bout ce grand challenge historique, les problèmes du Maroc vont rapidement changer. Nous allons être rattrapés dans pas longtemps par des démons qui vont éventuellement dynamiter les finances publiques. Vous savez, Landry, aujourd'hui, on parle d'une loi de finances avec une marge relativement et techniquement confortable, mais bientôt, ça ne sera pas le cas. Le Maroc est menacé par le vieillissement de sa population, sans couverture sociale, donc c'est une bombe à retardement. Le Maroc est menacé par un endettement, bien sûr, c'est un endettement colossal qui pèse lourd. Et la grande question qui se pose, et j'ai eu à discuter de ça à maintes reprises, que peut-on dire aujourd'hui? Je n'ai jamais eu une réponse officielle. Mais que peut-on dire du niveau d'endettement structurel? Je pense qu'il a doublé pratiquement depuis pratiquement une dizaine d'années. Ça, c'est une menace sérieuse. Et rappelez-vous des problématiques de pays qui se sont vus effondrer, la Grèce, l'Argentine en l'occurrence, à cause de leur endettement. Donc, il faut faire attention parce que la facture, ça sera pour les générations futures. Alors, il nous reste un peu de temps, Mehdi Fakir. On va prendre encore 3-4 minutes avant de donner la parole et d'échanger, vous et Nabil Adel, et de prendre les questions qui sont nombreuses de la part de nos auditeurs et téléspectateurs ce soir. Je voudrais qu'on parle également de la nouvelle charte d'investissement. On en parlait tout à l'heure avec Nabil Adel. Bientôt dans le circuit, et qu'est-ce qu'elle peut apporter comme impact selon vous? Pardon, je pas entendu la question. C'est pour Mehdi Fakir, Nabil Adel. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, moi, je pense que la charte d'investissement va avoir une symbolique et un signal qui est fort, au-delà du fait que c'est un texte. C'est un gage que le Maroc est prêt à soutenir bien sûr l'investissement de façon réfléchie, de façon plus volontariste et de façon à appuyer les efforts de financement et les politiques publiques. Je pense qu'également cette charte d'investissement devrait s'inscrire dans la logique et la philosophie de ce nouveau modèle de développement. Mais à soi-même, si on la considère en tant que texte de cours, parce que derrière, il y a tout un, je dirais, un écosystème à soigner, et je parle plus. Excusez-moi, Mehdi Fakir. Nabil Adel, si vous pouvez juste couper le micro. Allez-y, Mehdi Fakir. Voilà, moi je pense par exemple que l'acte d'investissement, il est tributaire de tout un écosystème. Il est tributaire, bien sûr, de procédures administratives, de lois, d'administration, de politique publique, de fiscalité, un peu de tout. C'est vrai.
mais ce n'est pas des recettes magiques. Hein. Vous savez que la fiscalité, ce n'est pas la portion de Panoramix. Ce n'est pas à elle seule vraiment qui va permettre. Ça peut donner des éléments de relance, en tout cas dans les 2-3 prochaines Oui, années. oui, Ça peut permettre, oui, mais attention, attention. relance. Bien sûr, mais attention, nous avons des engagements à l'international. Nous avons une compétition fiscale, nous avons une liste grise que nous venons de quitter il y a quelques jours. Attention, il y a beaucoup d'engagements en ce sens. Moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué, enfin pas compliqué, mais je ne le pense pas personnellement que c'est, je dirais, opportun de parler de la charte comme étant le texte qui va tout changer. La charte, elle est là pour être un élément de facilitation. Mais l'acte d'investissement Landry, c'est un acte qui est culturel. C'est culturel, pourquoi? Parce que, qu'il est le temps, on investit, enfin, on intéresse des investissements juste pour amener de l'argent, juste pour les idées, non? Des investisseurs qui sont là pour réaliser des objectifs et quitter le Maroc n'a pas intérêt. Aujourd'hui, nous avons besoin d'investisseurs qui vont rester aussi longtemps, qui vont transférer leur know-how, qui vont par la suite également partir du Maroc pour investir d'autres pays, qui vont faire du Maroc un tremplin, un hub régional. C'est des investisseurs qui vont changer les choses dans notre pays, qui vont impulser des changements en matière de politique d'investissement, notamment au niveau des infrastructures. Lorsque l'investissement devient une rente, ça ne pourrait jamais, à mon avis, soutenir les efforts, en quelque sorte, de développement des pays. Jamais. Et n'oublions pas, Landry, que l'investissement, c'est un acte universel. Je ne parle pas que des investisseurs étrangers, mais que des investisseurs locaux. Ça, c'est culturel également. Est-ce à dire que le Maroc n'a pas d'argent? Non, il y a beaucoup d'argent au Maroc, il y a des capitaux. Mais malheureusement, c'est culturel. C'est compliqué aujourd'hui de convaincre quelqu'un qui n'a jamais fait d'industrie à se lancer dans l'industrie. Jamais, il y a de la méfiance, du scepticisme, des blocages, de la résistance. Donc là, c'est un effort culturel aussi important qui nécessiterait des mesures qui sont adaptées culturellement à une catégorie d'investisseurs pour les drainer, pour les intéresser. Mais ce n'est pas un texte en soi-même parce qu'on comprend parfaitement que dans notre pays, malheureusement, la logique des textes révolutionnaires n'a jamais permis de changer quoi que ce soit. Rappelez-vous, en 2012, de mémoire, il y a eu une loi sur les délais de paiement, mais qui n'a pas été suivie, en tout cas rarement. Et ça commence à bouger depuis quelques mois, enfin. Et nous avons compris par la suite que la loi en soi-même ne va pas permettre de changer les choses, mais on peut garder cette loi, mais l'affiner, la faire mûrir dans le temps pour espérer finalement un jour arriver à un texte qui est d'une certaine maturité. Merci Mehdi Fakir. Alors restez avec nous, on va retrouver Nabil Adel qui va nous rejoindre pour les questions des auditeurs, des téléspectateurs qui nous suivent ce soir, et puis aussi pour avoir un échange entre vous deux. Alors on a beaucoup de questions sur finalement quid de moi, entre guillemets PME. On est fin mars 2021. Est-ce que je dois m'inquiéter ou pas? Je disais tout à l'heure, effectivement, Nabil Adel, qu'on a 15% de hausse de différentes entreprises pour ce premier trimestre. On attend 60% d'ici le mois de juin, mais effectivement, atténuer ce chiffre, puisque il y a un an, il y avait le confinement et donc on ne pouvait pas enregistrer les différentes entreprises. Je suis une PME. Est-ce que je dois m'inquiéter? Quels sont les outils qui sont pour moi disponibles encore aujourd'hui pour les prochaines semaines, les prochains mois, Nabil Adel? Écoutez, pour une PME et même pour une grande entreprise, il faut toujours revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'abord avoir des clients avant d'avoir du financement et des aides de l'État. Donc souvent, quand on discute en politique publique avec des économistes, ils ont les yeux rivés sur le financement, comment accéder au financement facilement et quels sont les avantages fiscaux dont ils vont bénéficier de la part de l'État. Et ils oublient que ça, c'est l'accessoire par rapport à l'essentiel. Moi, en tant que dirigeant de PME ou en tant qu'investisseur, je suis beaucoup plus content quand j'ai mon premier client que quand j'ai mon premier crédit. Et donc, aujourd'hui, nous avons cette problématique de carnet de commandes qui se pose à la PME marocaine. Maintenant, s'il y a un élément d'inquiétude chez la PME marocaine, c'est justement comment débloquer l'activité économique pour renflouer le carnet de commandes des entreprises. Alors, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas encore trouvé d'autres idées que la dépense publique. Oui. C'est la bonne vieille méthode. On en a depuis les années 30 et la théorie générale de Keynes.
On n'a pas trouvé mieux. Donc, on se dit, pour booster le carnet de commandes des entreprises, notamment des PME, ce qu'on va faire, on va activer le levier de la dépense publique pour justement permettre aux États, enfin aux PME, de remplir leur carnet de commandes, non pas à partir des ménages, mais directement à partir de l'État. Et effectivement, par un effet multiplicateur, ça va arriver aux ménages et puis faire démarrer la machine économique. Donc, si moi j'étais une PME et que je devais m'inquiéter, ce serait d'abord m'inquiéter de l'absence de perspective économique. Maintenant, tout ce qu'on peut dire et les chiffres que vous avancez, qui sont des chiffres pertinents sur la défaillance d'entreprise, il a toujours le même problème. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle aux PME, quand on voit les études qui sont publiées sur les raisons de défaillance, le financement vient en troisième ou en quatrième position. Je pense même pas, on parle même pas de la partie fiscale. Oui. Donc, le problème que nous avons, c'est d'abord l'accès au marché et les délais de paiement. Capitalisation dès le départ. Hein. C'est vrai que je crois que c'est 70% ou 80% des PME marocaines qui se créent ferment boutique parce qu'ils ont un capital de départ de moins de 10 000 dirhams. Oui, il y a ça. Et puis surtout, le capital de départ, effectivement, peut être un handicap, mais si la PME arrive rapidement à accéder à la commande, privée au public, le capital devient secondaire. Or, aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans un pays où les marchés tournent en circuit fermé. Il faut connaître quelqu'un pour avoir accès à votre première commande. Et alors, Dieu sait que les grosses entreprises… Ouais. Allez-y, Nabil Adel. Alors, on a un problème de connexion avec Nabil Adel. Mehdi Fakir, est-ce que vous êtes là par hasard? Mehdi Fakir, vous nous entendez? Je vois que oui, je vous entends. Ouais, j'espère que Nabil Adel va nous revenir très vite. On parlait finalement des mesures hein, pour les PME, de la visibilité pour les PME dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est compliqué. Vous m'entendez? Allô, ouais, vous m'entendez? On vous entend. Alors, je vais peut-être faire réagir, ça va mieux, effectivement, on vous entend mieux. Je vais peut-être réagir Mehdi Fakir. Et donc, aujourd'hui, un des leviers de l'industrialisation de ce pays. Oui. Nabil Adel, restez avec nous. Juste, je fais réagir. Oui, le temps que la connexion se stabilise, on va vous retrouver. Mehdi Fakir, par rapport finalement aux mesures pour les PME aujourd'hui, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, qu'est-ce qu'on a concrètement? On avait des crédits d'Aman avec des mesures pour tenter d'inciter au paiement, au recouvrement de factures. Ça pouvait être un élément entre guillemets assez sympathique hein, pour pouvoir atténuer, apaiser quelques situations financières. On a la préférence nationale, on parle de préférence régionale. Est-ce que ça peut créer un écosystème bienveillant ou alors ce sont de doux rêves que je me fais? Écoutez, moi, effectivement, il ne faut pas que nous puissions prendre certains concepts aussi qui sonnent bien pour croire que c'est vraiment des recettes magiques. Oui, c'est bien de parler de ces options, il ne faut pas que ça se transforme en honte. C'est ma grande crainte, parce qu'on vous met une préférence, c'est bien, mais attention, il faut mettre quand même l'entreprise marocaine à l'épreuve. Que vous me parlez de préférence régionale, je veux bien, mais il faut mettre aussi la TPE-PME marocaine à l'épreuve, parce qu'aujourd'hui, c'est une problématique d'apprentissage. Les PME et les entreprises marocaines n'ont pas bien assimilé je dirais en quelque sorte, cette leçon du démantèlement douanier qui a fini par dynamiter beaucoup de secteurs parce qu'on a toujours préféré rester comme on veut, travailler comme on veut, de la façon la plus entière possible. Je ne généralise pas, mais c'est un état d'esprit. Oui, il faut y aller, mais il faut pas oublier qu'il faut rentabiliser la dépense publique. La commande publique ne doit pas se transformer en une rente. C'est là quand même une dépense et c'est l'intérêt suprême de la nation qui prime. Donc là, c'est pas vraiment on va dépenser pour faire plaisir.
on va dépenser juste pour des entreprises. Non, on va dépenser tout d'abord pour une contrepartie qui est dans l'intérêt public et général. On ne va pas refaire à chaque année le même marché, on ne va pas refaire à la même année redébloquer à chaque fois parce que c'est pas bon, c'est pas bon et puis c'est pas même pas pour l'entreprise marocaine. Alors, moi, je pense effectivement que cette régionalisation avec la préférence, c'est des politiques qui sont dans l'absolu bien, à condition qu'ils soient bien menées, bien conduites et de la manière, de la synergie la plus parfaite possible avec les autres politiques de l'État. Mais j'aimerais bien insister sur le caractère culturel qu'il va falloir prendre en considération et que les politiques publiques sont faites pour faire évoluer les choses et pas le contraire. Il ne faut pas que ce soit à marche arrière parce que là, nous donnons un signal négatif à l'international et nos partenaires ne vont pas apprécier qu'on se barricade encore derrière ce protectionnisme, sauf s'il est justifié. Donc, voilà pourquoi j'ai dit que les critères d'éligibilité à de telles, je dirais en quelque sorte, carottes sur le plan économique, il faut qu'ils soient bien bétonnés. Prenez le cas, par exemple, de la refonte des textes électoraux récemment, donc la suppression de la liste des jeunes. C'est effectivement pour couper court à ça. Bon, la femme, la parité, c'est constitutionnel. Mais avec les jeunes, non, on a dit non. Pourquoi les jeunes ne mettent pas le jeu politique jusqu'au bout? Pourquoi ils vont attendre que les seniors puissent leur amener des voix et leur amener des pourcentages pour passer au Parlement? Par contre, vous savez, moi j'aime beaucoup le modèle américain politique et le modèle, dans une certaine mesure, même s'il est devenu malheureusement défaillant, le modèle français. On forme des politiques dès le jeune âge. Ils ne débarquent jamais comme ça, en fait, la politique. On les forme. Et on commence quand même par les embrigader, les mettre à l'épreuve. Les brillants vont rapidement raccourcir le chemin. Les moins brillants vont devoir attendre. Et c'est comme ça, c'est un apprentissage. Nous, on ne fait pas cet apprentissage. Je débarque pour une raison X et je décide de faire de la. C'est un autre débat, mais effectivement, sur cette préférence régionale, vous dites c'est peut-être une bonne approche si elle est bien appliquée. Nabil Adel, quel est votre avis et comment on ramène les bons de commande? Ah, on a un problème avec la connexion de Nabil Adel. Je crois, est-ce que vous nous entendez, Nabil Adel? Non, toujours pas. Bon, on va passer aux questions et puis on espère que Nabil Adel va nous revenir très vite. Mehdi Fakir, alors beaucoup de questions, je le disais. On a parlé de quelques solutions proposées aux PME. C'était des questions qui revenaient souvent. Tac, tac, je vais prendre cette question-là. Alors, comment peut-on distinguer, c'est une question qui est posée par Abdelali, comment peut-on distinguer l'effort de la charte de l'investissement du reste du dispositif d'incitation à l'investissement? Vous savez, cette charte d'investissement, c'est un texte cadre. C'est comme une loi cadre qui se fait attendre en matière fiscale. Et c'est comme parfois des codes. C'est comme un code de la commande publique qui se fait attendre parce que nous agissons dans le cadre d'un décret. C'est un texte, je dirais, qui est fédérateur et qui est là pour cadrer d'autres textes, d'autres mesures, d'autres réglementations sectorielles. Oui, c'est un texte qui, une fois porté par une élite ou un establishment politique à la hauteur, il va déboucher sur une vraie politique, une vraie stratégie volontariste. Autrement, non. Si on va jouer sur le détail, si on va jouer uniquement sur des retouches, j'ai peur que nous n'allons pas y arriver et que malheureusement, nous allons encore rater notre speech ou les pouvoirs publics vont rater leur speech en votant un texte et en proposant un texte qui va rester en partie ne serait-ce lettre morte. Et voilà pourquoi j'insiste beaucoup sur ce qu'a dit Jouali, notre gouverneur de banque centrale, et qui parle des hommes. Il l'a dit à maintes reprises. Il dit que nous ne pouvons pas avancer si nous n'avons pas des politiques qui sont à la hauteur. Et un politique à la hauteur, ce n'est pas un politique qui crée et propose un texte, mais c'est un politique qui l'applique, qui le fait mûrir, qui le fait aboutir. Et c'est un petit peu la différence. Si nous allons nous noyer dans un circuit législatif dynamique, qui crée beaucoup de textes, je veux bien, mais si la réalité en est autre, je suis désolé, ça ne va pas être le cas. Et moi, je pense que le comportement de l'appareil administratif au Maroc va être déterminant dans la réussite de cette charte d'investissement. On a retrouvé Nabil Adel.
Nabil Adel, est-ce que tout va bien? Est-ce que vous nous Oui, ça entendez? va, vous m'entendez? Oui, parfait. Alors, on est passé à la séance des questions-réponses. On a beaucoup de questions. On parlait des PME tout à l'heure et j'ai fait réagir Mehdi Fakir par rapport à cette question de quel dispositif de soutien, quelles mesures pour les PME en cette période. On a une question de Nourdine qui nous dit, est-ce que vous pensez, alors on a abordé un petit peu ce point-là, mais je voudrais qu'on parle de l'aspect consommation. Vous en parlez tout à l'heure. Pensez-vous que le financement par les crédits est un moyen efficace pour relancer l'économie? Sinon, comment relancer la consommation? Nabil Adel. Alors ça, c'est une question Une phrase, relative. vous Non, non, retrouvez. non, pas vraiment. C'est une Ah, question d'accord. académique. Le crédit n'est pas bon ou mauvais en soi. Tout dépend de ce que vous en faites. Pour une entreprise, si elle arrive à dégager une rentabilité supérieure au coût du crédit, bon, le crédit est créateur de valeur. Dans le cas inverse, le crédit est destructeur de valeur et donc il sera mauvais. Le problème n'est pas dans est-ce que je m'endette ou pas, mais c'est ce que je fais de cet endettement. Maintenant, encore une fois, si la finalité est de relancer par la consommation, c'est ce que nous faisons depuis longtemps. Le modèle de développement, le modèle de croissance dans ce pays, c'est un modèle qui est basé sur la consommation. Et on a vu que c'est un modèle qui a atteint ses limites. Et donc, d'où la réflexion sur d'autres moyens, au lieu de faire une croissance par la demande, on fait une croissance par l'offre. Et c'est la logique des politiques sectorielles. Donc, pour répondre rapidement à Sinordine, donc d'abord, le crédit n'est pas bon ou mauvais en soi, donc tout dépend de ce que vous en faites. Si vous l'utilisez pour créer des revenus futurs supérieurs au coût de ce crédit, naturellement, vous allez avoir une création de richesse. Et deuxièmement, la relance par la consommation n'est pas la meilleure forme de relance pour un pays comme le nôtre. La relance par la consommation est bonne pour un pays qui n'est pas encore au stade sous-développé, qui est un pays qui a réglé ses problèmes de développement. Il est arrivé au stade de la consommation de masse, au sens de Maslow, au sens de... Oh là là, je commence à perdre mon latin. Un petit café me fera du bien. Donc, le problème, c'est que quand on fait de la relance par la consommation pour un pays en développement, on devient un pays comptoir. Nous devons être dans une politique de l'offre où nous devons avoir des tissus productifs suffisamment dynamiques pour pouvoir créer des emplois, distribuer des revenus. Et puis la croissance par la demande serait une croissance naturelle. Elle ne serait pas une croissance dopée par la dépense publique ou par l'arme monétaire. Donc, ce n'est ni bon ni mauvais. Hein. Alors, une autre question, peut-être pour Mehdi Fakir, une question de Heyman qui nous dit, pensez-vous que le pack emploi des jeunes qui est prévu dans la loi de finances 2021 va réussir à convaincre les entreprises à recruter davantage, notamment en cette période de crise? Quantitativement, peut-être, pour des recrutements de masse. Peut-être, ça pourrait être une formule pour recruter en masse. Mais révolutionner, je ne le pense pas, parce que tout est tributaire de la conjoncture. Est-ce que c'est une conjoncture qui est favorable ou pas? Si nous sommes dans une conjoncture qui est favorable, bien sûr que on va avoir vraiment de l'appétit pour recruter avec ou sans carotte fiscale. Peut-être que cette carotte fiscale devrait inciter à recruter un peu plus, mais pas de façon à révolutionner le recrutement des jeunes. Je ne le pense personnellement pas. Moi, je pense, Landry, que le deuxième semestre de cette année va être déterminant. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, les ingrédients sont là pour penser que nous allons avoir un bon atterrissage en 2020. C'est tributaire tout d'abord des performances de l'économie. Et là, je pense qu'il y a matière grâce bien sûr à la valeur ajoutée agricole, mais en deux, et à mon avis c'est aussi important, il y a la stabilisation avec la campagne de vaccination de la situation épidémiologique, même si beaucoup d'incertitudes restent et demeurent par rapport à nos partenaires étrangers. Et ceci nous pénalise sérieusement, mais attendons pour voir. Je pense que non, à soi-même, je ne le pense pas. Une autre question pour Nabil Adel, question de Mustapha. Alors, on a parlé de la préférence nationale, mais c'est plus large. Quelles sont les mesures pour protéger le national face à l'investissement étranger? Non, on n'a pas à protéger le national. Ça, si le national n'arrive pas à faire face à la compétition étrangère sans pénaliser le consommateur par des produits chers et de mauvaise qualité, ce national n'a qu'à fermer. Je ne vais pas
pénaliser le consommateur, revenir aux années de fermeture des frontières sous plusieurs noms, préférence nationale, régionale, préférence par quartier, que sais-je. Il faut qu'on ait un tissu productif qui arrive à soutenir la concurrence internationale tant qu'il se fait sur des bases loyales. Maintenant, si la concurrence internationale se fait sur des bases loyales et que nous n'arrivons pas à suivre, le problème est chez nous. Et donc, nous devons faire le nécessaire. Et si les entreprises marocaines n'arrivent pas à suivre, elles n'ont qu'à fermer. Mais il faut arrêter de demander à l'État de protéger les médiocres. S'ils ne sont pas capables de résister à la concurrence étrangère sur les mêmes bases de compétition, ils n'ont qu'à fermer. Donc, moi, je suis contre cette idée de préférence nationale et encore moins d'aider les entreprises à faire face à la compétition étrangère. Maintenant, ce que je veux pour mon pays, c'est d'abord, en matière de dotation factorielle, qu'on fasse ce qu'il faut, qu'on ait un bon système d'enseignement, qu'on ait un bon cadre juridique des affaires, qu'on ait un bon environnement, une justice expéditive. Bon, on aligne les réformes structurelles à mener, une clarté fiscale et autres. Une fois qu'on met tout ça à la disposition de l'entreprise marocaine, on n'a pas à la protéger. Au contraire, il faut que notre entreprise soit dans une démarche agressive, d'aller chercher des marchés, d'aller conquérir des marchés, au lieu d'être dans une démarche de pleurnichard. À chaque fois qu'ils n'arrivent pas à boucler l'année sur les bénéfices qu'elles escomptent, ils viennent courir chez l'État pour lui demander de la protection et de l'aide. Alors, sur cette question de Mustapha, Mehdi Fakir, c'est vrai qu'il y a deux actualités un petit peu dans l'air. Il y a d'abord cette politique d'import-substitution, et puis il y a ces accords de libre-échange, notamment avec la Turquie, qui vont arriver au Parlement très bientôt. Quelle est votre réponse à vous, Mehdi Fakir, votre analyse? Écoutez, lorsqu'on parle de concurrence déloyale, lorsqu'on parle d'impossibilité et insoutenabilité de la concurrence, là, il faut que les États interviennent. Là, je suis entièrement d'accord. Il ne faut pas que ça se retrouve en une rente. Si nous n'avons pas les moyens pour rivaliser et qu'il y a aujourd'hui au Maroc un risque d'ordre général, oui, je ne peux pas aujourd'hui ouvrir les portes et voir la destruction des structures sociétaux et économiques et dire attendez, il faut être ultralibéral. À un moment donné, il y a des considérations de souveraineté, des considérations d'ordre général. Mais lorsque ça se transforme en une rente, en de la protection, non. Là, je suis entièrement d'accord avec Nabil Adel. Mais moi, l'interventionnisme étatique est indispensable pour sauvegarder les équilibres. Je pense que vous vous rappelez de ce qui s'est passé avec la Turquie. La Turquie n'allait jamais accepter de revoir ses accords avec le Maroc si ces accords n'étaient pas, bien sûr, comment dirais-je, en quelque sorte bien réfléchis de façon à garantir, en quelque sorte, un certain équilibre. Donc, les Turcs ont rapidement compris que c'est dans leur intérêt de revoir un accord qui se veut en quelque sorte équilibré et que l'argumentaire marocain, l'argumentaire des autorités marocaines, il était assez clair dans ce sens-là et il a permis bien sûr de convaincre de la nécessité de revoir pour la pérennité bien sûr du business. Et aujourd'hui, les modèles du business ont changé, ce n'est pas unilatéral. Il y a du win-win, il y a des PPP, il y a de l'équilibrage un petit peu de relations. Oui, si une partie serait sérieusement en quelque sorte pénalisée, oui, il y a lieu vraiment. Alors, je termine. Pardon, Landry, si vous permettez, juste sur ce point des accords avec la Turquie, c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur. Non, je pense que le Maroc a fait montre de mauvais perdants dans cette histoire. Et malheureusement, c'est pas ça n'honore pas notre pays. D'abord, c'est nous qui sommes allés courir chez la Turquie pour signer des accords de libre-échange. C'était pas une demande de la Turquie, c'était notre demande. Deuxièmement, l'accord de libre-échange s'appliquait en notre faveur l'année même de sa signature et à la faveur de la Turquie 10 ans après. Maintenant, quand on s'est assis avec la partie turque, on n'a pas réussi à prouver des mesures de concurrence déloyales. Tout ce qu'on a réussi à faire, c'est de dire, voilà, s'il vous plaît, nous, on veut revoir. Pour quelle raison est-ce qu'on a fait quelque chose qui contrevient aux règles de bonne concurrence? Non. Mais on veut revoir quand même.
sachant que nous sommes déficitaires avec 54 pays. On n'a pas fait ça avec l'Union européenne, on n'a pas fait ça avec les États-Unis, on a fait ça avec la Turquie pour des considérations géopolitiques. Mais aller même jusqu'à menacer de fermer BIM s'il ne fait pas 50% des produits locaux, alors que BIM fait 80% des produits locaux, on voit qu'il y avait un acharnement. Et ça, ce n'est pas bon pour l'image du Maroc. Donc, Alors, je veux bien qu'on ait courir pour signer des accords de libre-échange. Je suis pour les accords de libre-échange, mais il ne faut pas qu'on soit de mauvais perdants. Si on a un problème avec les accords de libre-échange qu'on a signés avec la Turquie, il faut chercher sur les règles, sur des bases logiques. Est-ce qu'ils font des choses, des mesures de dumping et sachant que franchement, raison gardée, nous représentons 2% du commerce extérieur turc. Donc, quand ils ont accepté, c'est parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Okay, mais rappelons les faits et l'histoire, ce sont les Marocains qui ont demandé l'accord de libre-échange avec la Turquie. Ils en ont bénéficié la première année, la Turquie n'en a bénéficié que 10 ans après. Et quand on a commencé à faire des déficits, parce qu'attention, le consommateur marocain apprécie les produits turcs. Le textile turc a permis à beaucoup de familles marocaines d'avoir des habits de bonne qualité à des prix compétitifs. Ben ça pose question pour le modèle futur, finalement, pour la relance économique également. Mais ça, excusez-moi, les industriels marocains n'ont qu'à se poser des questions. Comment se fait-il qu'avec un salaire 3 fois inférieur à la Turquie, on n'arrive pas à être compétitif? Et moi, si j'étais à la place du ministre de l'Industrie, j'aurais envoyé un audit chez toutes ces entreprises pour essayer de comprendre. Au lieu d'aller pleurnicher, parce que il y a des entreprises turques qui font du bon produit, de bonne qualité, à un prix compétitif et qui arrivent à faire le bonheur de beaucoup de consommateurs marocains. Alors, il nous reste un peu moins de 6-7 minutes. Je voudrais qu'on termine par une question, enfin deux questions en une. Une question de Mustapha qui nous dit comment la loi de crowdfunding qui a été récemment adoptée peut aider les startups. Et je vais prolonger sa question en vous posant la question, messieurs, et je demanderai à Mehdi Fakir d'abord de répondre. Quid de l'innovation financière? Est-ce que ça peut être aussi un levier pour les entreprises en cette période de crise? Oui, c'est, si vous permettez, vous m'écoutez là? Oui, on vous attend, oui. Landry? Landry? Oui, alors je disais que l'innovation, Landry, ce n'est pas un vœu pieux. L'innovation, ce n'est pas un vœu pieux. C'est une stratégie, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit, c'est une ligne de conduite. Ce n'est pas quelque chose qu'on s'amuserait bien sûr à acquérir du jour au lendemain, loin de là. Donc l'innovation, pour moi, il faut des infrastructures. Oui, je pose la question, pardon, je voulais, parce que j'ai oublié d'en parler, je pose la question parce que également on a vu l'OCP effectuer une transaction grâce à la technologie blockchain. Alors je précise que ce n'est pas le virement qui a été fait par la technologie, mais ce sont les documents qui ont permis de virement qui sont passés par le blockchain. Mais ça peut être un élément peut-être moteur de transformation de l'économie. Moi, je pense que je vais prendre un cas très important sur ce que nous allons pouvoir faire au Maroc. Parce que investir dans l'éducation, c'est de la cosmétique lorsqu'on le prononce comme ça. Mais il faut quand même traduire en quelque sorte cette manière de voir les choses. Un exemple très simple. Grâce au lycée des compétences à Ben Gurir, nous avons eu pratiquement 23 Marocains pour la première fois admis à l'école polytechnique. C'est dire qu'on peut toujours développer de façon réfléchie. Conjugué aux milliards qui sont dépensés au niveau du budget de l'éducation nationale et des problématiques structurelles et des problèmes structurels dont souffre bien sûr notre écosystème éducatif, c'est la grande question qui se pose. Que peut-on aujourd'hui dire? Que peut-on aujourd'hui faire concrètement pour pouvoir y arriver? C'est tout simplement des idées toutes fraîches, des hommes, du nouveau sang et une nouvelle manière de faire du business, une nouvelle manière de faire de la politique, une nouvelle manière de penser, de repenser l'économie même dans notre pays.
Je pense que c'est ce qui nous ferait sortir de toutes ces problématiques. Et puis l'innovation, ce n'est pas un terme que nous allons trouver, il est charmant à prononcer, à écouter au niveau de dictionnaire, mais c'est vraiment un état d'esprit que pour la traduire, il faut des gestes volontaristes, qualitativement différentes et qui peuvent donner je dirais en quelque sorte, des solutions révolutionnaires. Nabil Adel, innovation financière, crowdfunding, blockchain, ça vous inspire? Oui, ben c'est toujours la même trame de fond. Le financement, c'est l'accessoire de quelque chose de plus important. C'est ça, c'est le client, c'est le marché, c'est la bonne gestion d'une entreprise. Une fois que tous ces éléments sont réunis, bien sûr, l'innovation financière ne peut être qu'un fabuleux outil d'aide à l'entreprise, notamment les PME. Et le crowdfunding permet de démocratiser l'accès au financement et le sortir du monopole des banques. Ça, on ne peut qu'applaudir. Mais encore une fois, ce n'est pas la finalité en soi. Il faut que l'entreprise marocaine réunisse les conditions de compétitivité nécessaires. Nous n'avons pas des entreprises marocaines qui nous font rêver, à part quelques jeunes pousses. Mais il n'y a pas d'entreprise marocaine qui est dans la haute technologie, dans l'innovation, dans la recherche et développement, dans des produits qui envahissent le monde entier. Une fois qu'on a réuni ces éléments, naturellement, financer ces projets par du crowdfunding, du capital investissement, du capital risque ou tous les types de financement, bien sûr, c'est un plus. Mais si on n'a pas fait la première brique, l'innovation financière perd de sa portée dans ces conditions. Donc, il faut toujours commencer par l'essentiel. Et l'essentiel, c'est une entreprise qui produit des biens et services de bonne qualité, qu'elle peut exporter partout, et les autres couches vont venir après. L'aide fiscale, l'accès au financement et les autres éléments vont venir après. Ce sont des compléments nécessaires, mais ce ne sont pas des substituts. Merci, messieurs. Alors, pour terminer, je vais vous demander chacun un mot de conclusion. On a parlé loi de finances, charte d'investissement, pas seulement, beaucoup d'éléments qui vont construire ou pas cette année 2021. Mehdi Fakir, confiant pour 2021 ou pas? Je suis très confiant, même si je pense que nous attendons les signaux forts, le nouveau modèle de développement. Il y a vraiment des signaux forts au niveau institutionnel qui sont observés et les élections de l'année 2021. La coalition gouvernementale et le programme gouvernemental. Va-t-on s'acheminer vers une politique nouvelle, une politique révolutionnaire, une nouvelle élite à l'européenne, où nous allons vraiment faire une coutume ancestrale consistant à faire des élections pour les élections? J'espère que les choses vont changer grâce aux élections. Moi, j'y crois personnellement parce qu'il est temps d'en penser. Dénigrer la politique et penser que rien n'ira dans notre pays, je ne pense pas que c'est une solution. Il faut vraiment, si nous parlons de la démocratie, de la vraie démocratie, que l'élite comprenne que ce n'est pas en restant chez soi ou enfermé dans son bureau qu'on va pouvoir changer la chose ou vraiment contribuer pour contribuer. Il faut mettre la main dans la pâte et toute personne qui se voit compétente pour servir la cause de public et pour la chose publique, il a le devoir historique de s'engager. Voilà. Merci Mehdi Fakir, économiste et expert en finance. Nabil Adel, 2021, année qui vous inspire, confiant? Non, pas particulièrement. Je pense que ça va être une année blanche. Nous n'avons rien fait en 2020 pour espérer que 2021 soit meilleur. Je suis de ceux qui sont pragmatiques. Et donc, si on avait fait des mesures fortes, et d'ailleurs Mehdi Fakir l'a reconnu, le budget de 2021 n'avait rien de spectaculaire. Alors, comment est-ce qu'on peut espérer que l'année 2021 soit une année spectaculaire, surtout que c'est une année électorale? Donc là, les partis sont en train de se bouffer le nez pour voir là, les calculs commencent dès maintenant. Et une année électorale, même dans les plus grandes démocraties, c'est souvent une année blanche, parce qu'il n'y a pas beaucoup de réformes. Personne n'ose des réformes dans une année électorale, ou bien au moins des réformes, ils vont faire des réformes populistes. Donc, je ne pense pas qu'on ait fait quelque chose en 2020 qui nous permet d'entrevoir 2021 avec la sérénité nécessaire. Donc, bien sûr, on a eu un peu de pluie, tant mieux, mais de là à ce qu'on se dise, voilà, 2021 va nous permettre de faire ça et ça, non, je n'y crois pas. Merci beaucoup Nabil Adel, directeur du groupe de géopolitique, en géopolitique et
et géoéconomie. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à nos partenaires, l'OCP, Spirit Aerosystem, Bank of Africa, Maroc Clear, Cosumar et CIH Bank pour votre soutien pour ces webinaires organisés par la Chambre britannique. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour notre webinaire. On a Stéphane avec nous, le président de la Bridgecham, pour nous accompagner pour cette fin du webinaire. Rebonsoir Stéphane. Non, je veux juste donner un grand merci les deux experts avec nous ce soir. Finance n'est pas mon expertise, mais je vais dire, Nabil, qu'une année blanche, c'est tellement mieux qu'une année noire. So, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas la pire, mais merci beaucoup à tout le monde. Merci, merci. Merci beaucoup Stéphane, président de la Bridgecham. À très bientôt pour un webinaire de la Chambre britannique. Excellente soirée à tous. Merci. Merci à vous. Au revoir.